Bonsoir à toutes et à tous. Bon, il y a du monde, c'est cool. Je commence déjà par une chose. Si des gens n'arrivent pas à rentrer ou doivent partir avant, cette conférence-là est à quelques modifications près, mise à jour près, disponible sur YouTube. J'aime pas YouTube parce que c'est Google, mais c'est quand même pratique. Donc ça s'appelle Vers l'effondrement de notre civilisation, point d'interrogation, si vous avez besoin. C'est une conférence que j'ai fait à Saint-Étienne-de-Montluc, là c'est la 3e fois que je la fais. Alors déjà, merci de m'avoir invité. C'est à peu près la même que ce que j'ai fait la dernière fois, mais le nom change à chaque fois, donc j'essaie de m'adapter aux noms qu'on me propose. Je suggère des noms, on me propose des noms, je fais ok, allons-y. Donc l'effondrement, de quoi parle-t-on? Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que moi, mais pas seulement moi, j'ai essayé de parler de décroissance 44 et des meet-up collapsologie et résilience, parce que c'est 2 étapes de ma vie qui m'ont permis d'arriver sur ces sujets, de les développer, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les diffuser par la suite. Donc décroissance 44, on parle de décroissance dans le 44. C'est assez cohérent, un peu moins d'activité en ce moment, mais l'idée c'était vraiment d'essayer de poser la question de la décroissance dans un monde qui ne parle pas d'autres de ce genre de sujet. Et puis il y a 2 ans à peu près, avec des collègues, on commençait à entendre parler de collapsologie. Le petit bouquin de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ne l'oublions pas, était sorti. On commençait à tous se poser des questions et on manquait de moments, de lieux d'échange collectif pour justement, tu en parlais Gaël, un peu... ouais, alors attends, on a lu un truc là, c'est chaud, qu'est-ce qu'on fait? Qui en parle? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce que... Donc suite à quelques réunions, on en est arrivé à une 50aine de réunions en 2 ans, plus de 1000 personnes sur le meet-up, enfin, voilà, un gros succès, un sujet qui touche beaucoup. Et c'est suite à ces meet-up-là que j'ai créé petit à petit cette conférence, qui est à la base une petite introduction d'une demi-heure que je faisais en début de meet-up mensuel pour poser quelques bases collectives, pour rassurer un petit peu, et puis pour démarrer le débat collectif. Et puis petit à petit, j'ai eu plusieurs assos qui me demandaient d'aller un peu plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Donc le transistor et le café citoyen, merci de m'accueillir. Alors je dis conférence low-tech, avant c'était pas marqué enfin un peu. Et un mec qui m'a dit ouais, t'as ça, t'as un ordi portable, c'est pas hyper low-tech en fait. Oui, bon, d'accord. C'est juste moche, blanc, noir, c'est tout. Donc vous avez, ça c'est le niveau maximum de beauté, vous allez voir. À part moi, bien entendu. Je vais commencer par vous solliciter. Je vais poser quelques questions et je vous propose de lever la main si vous êtes d'accord avec l'affirmation qui va être... c'est une question-affirmation, c'est un peu chelou mais vous allez comprendre. Qui pense que notre modèle peut s'effondrer? Oh, ouais, c'est normal. Hein. Qui pense que notre modèle va s'effondrer? Ouais, et je pense qu'il y a des doutes, c'est bien. Qui pense que tout s'effondre déjà? Voilà, ça diminue petit à petit. Normalement, à la fin, il n'y a plus grand monde. Qui pense que le terme d'effondrement n'a pas de sens? Je vais la refaire cette question, il n'y a pas grand monde qui comprend. Mais ça a du sens pour moi, c'est pas grave. Ça fait 2 fois que ça marche pas. Qui pense que ce sujet est une préoccupation de blancs riches accro à la technologie? Ça, faut prendre un peu le temps pour y réfléchir, mais c'est pas si con. Qui n'attend que ça, l'effondrement, qu'on puisse passer à autre chose? Ouais, quelques-uns. Et enfin, qui pense que l'élite va sans doute s'effondrer sur le reste du bas peuple et continuer son petit manège tranquille? Ah, il y en a moins que la dernière fois, c'est intéressant. Alors, c'est des questions toutes bêtes, mais avec ça, je balaye déjà pas mal de problématiques que je vais voir par la suite. Vous allez comprendre. Alors, déjà, on va essayer de comprendre. Alors, l'effondrement, c'est quoi? C'est typiquement la question de base de cette conférence. Je vais essayer d'y répondre déjà par des définitions ou des logiques principales. Alors, on dit souvent que c'est une réduction rapide de la complexité d'un système. Donc ça, c'est ce qu'on parle historiquement, tant qu'on ne parlait pas de collapsologie, on parlait d'effondrement. Donc ça fait simple et gentil comme ça, une réduction rapide de la complexité d'un système. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mort et que c'est pas horrible. En allant un peu plus loin, on voit que ça peut être la perte d'un habitat ou d'un habitus. Donc l'habitat, un endroit où on peut vivre. Et l'habitus, c'est un mode de vie, une habitude de vie, un mode de fonctionnement.
On peut parler aussi d'une réduction, d'une disparition de la résilience d'un système. Donc, la résilience, c'est un terme que vous allez sans doute beaucoup entendre ou entendu sur le sujet. Donc c'est la capacité d'un système ou de personnes à s'adapter suite à un choc. Donc on pousse beaucoup les gens et les territoires en ce moment à rentrer en résilience, à augmenter leur résilience, donc leur capacité à s'adapter aux changements. Monsieur Yves Cochet, que je n'aime pas forcément tout le temps, mais qui dit des choses pas con de temps en temps quand même, nous propose une définition: le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Donc c'est plutôt cohérent dans sa logique, dans la logique d'État. Quand l'État faillit ou que les services publics faillissent, et ben on arrive sur une notion d'effondrement pour la plupart des gens qui en étaient dépendants. Alors, pour nous, je dis pour nous, pas forcément que pour moi, il n'y a pas l'effondrement, dont on parle beaucoup, mais des scénarios d'effondrement. Je dis scénario, je l'ai magnifiquement souligné, comme vous pouvez le constater, parce qu'il y a une chose importante, c'est que on est dans une logique qui se veut la plus scientifique possible. On n'est pas des gourous. J'entends beaucoup de gens qui parlent de Pablo Servigne en parlant de pape de la collapsologie ou des trucs comme ça. Moi, je trouve ça juste horrible. C'est un moyen de décrédibiliser un peu le sujet en disant bon, une religion chelou, il parle de l'apocalypse comme tout le monde. Non, là on va essayer, et je vais essayer de vous le montrer dans la suite, on essaie de se baser sur des recherches scientifiques éprouvées, qui sont souvent apparues dans des rapports comme ceux du GIEC ou comme ceux du groupe international sur la biodiversité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la logique est vraiment importante. Et moi ayant des petites bases scientifiques, une des premières bases de la science, c'est de douter. De douter de quelque chose pour pouvoir le remettre en question, pour pouvoir créer des nouvelles hypothèses qui permettent de découvrir des nouvelles choses. Et du coup, vu que le doute fait partie de la science et qu'on veut être dans une démarche scientifique, et ben on doute aussi de l'effondrement. Enfin, le pire n'est jamais sûr, quoi. Du coup, ce sont des scénarios qui peuvent ou pas advenir, et surtout, ils sont très nombreux. Une autre façon de le dire, donc ça c'est plutôt Jean-Marc Jancovici qui parle de ça. N'hésitez pas à aller voir ce jeune monsieur, magnifique. Il parle souvent de descente énergétique, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est une manière de le dire. Alors on parle de choses qui peuvent être lentes, qui peuvent être brutales, et ce sont des potentialités. C'est comme ce que je disais tout de suite, c'est pas sûr. Et on va vraiment essayer de prendre en compte des logiques scientifiques. Ça va pour l'instant? Ça ira moins bien après. Ça va aller, ça va. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'effondrement et plus particulièrement en ce moment depuis... Alors, pour être très rapide, on parle d'effondrement déjà depuis les années 60-70, on en a déjà parlé beaucoup plus tôt, mais c'était plutôt des logiques, des expériences de pensée, et depuis notamment le rapport Meadows, on commence à avoir des études scientifiques un peu plus techniques, un peu plus calées sur des risques d'effondrement potentiels. Alors, pour moi... pour nous, il faut que j'arrête de dire moi, un des problématiques principales de risque d'effondrement, c'est qu'on est dans un système politique et social capitaliste et de délégation. Pourquoi je dis ça? Capitaliste, c'est-à-dire que la logique de base du système est l'accumulation de biens ou de services ou de plein d'autres choses, de tout ce que vous voulez. Et je parle bien politique et sociale, pas juste économique, parce que c'est toute la structure sociale qui est basée sur ce système-là. On est basé sur un système de compétition avec une logique d'accumulation. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est comme ça qu'on s'est construit sur des dizaines d'années, et maintenant ça touche vraiment tous les aspects de la société, ou presque. Et de délégation, donc là je parle plutôt de logique politique ou des logiques en entreprise. Nous ne sommes pas en permanence en capacité de décider de ce qui se passe dans les politiques publiques ou dans les décisions dans nos entreprises ou dans nos villes. Donc c'est-à-dire qu'on a une logique de délégation de nos pouvoirs par le vote et par la participation à des entreprises privées. À ça s'ajoutent des logiques exponentielles des systèmes sociaux. Alors ça c'est ce qu'on est en train de voir. Alors vous avez sans doute, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, et je sais qu'il y en a qui bouffent ça pendant des jours et des jours, on a souvent un graphique où on voit plein de courbes qui partent à l'exponentielle. On a une dizaine de courbes différentes, à la population, la pollution, la consommation d'énergie, tout ça. Et en fait, ce qu'on commence à voir, c'est que tout système social avec fonctionnement humain tel qu'il fonctionne actuellement a une tendance à partir à l'exponentielle.
dans notre logique actuelle, hein, toujours. Donc ça pose problème parce que l'exponentielle, pour ceux qui font un peu de maths, ça va très très vite à l'infini. Et pour ceux qui font pas de maths, en gros, ça commence tout doucement et après ça augmente, mais tout droit. Ouais. Vraiment, ça va même plus en plateau, quoi. Ça augmente tout. Notre organisation géotechnique est basée sur l'accélération permanente. On a notamment des choix économiques et des choix scientifiques qui se basent sur la dette, en grande partie. Et un fonctionnement basé sur la dette nécessite forcément une accélération. On a besoin de rembourser nos dettes plus nos intérêts en permanence et de continuer comme ça. On a même une création monétaire actuellement en Europe qui se fait quasiment que par la dette privée. Donc forcément, on a un besoin permanent d'accélération. On a tout un ensemble de découvertes d'amélioration scientifique et technique qui nous ont permis de faire ces accélérations à des capacités qu'on n'avait pas avant, quoi. La maîtrise de certains modes de production énergétique, le transport, tout ce qui est Internet et tout ce que ça permet, nous permet d'accélérer bien plus, de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Je dis pas que c'est que des choses bien, mais on en fait beaucoup plus. À cela, on a deux murs qui nous arrivent dedans, ce sont les mythes planétaires, donc je vais largement en parler par la suite. Donc on se rend compte un peu que tout n'est pas forcément illimité. Après, certains défendent le fait que oui, il y a des limites, mais de toute façon les humains ont toujours réussi à dépasser les limites, donc en fait il n'y a pas de limite. Bon, pourquoi pas. Et on a aussi des limites sociales, donc là je mets un exemple en bas. C'est qu'actuellement en France, on est, alors je ne sais pas si les chiffres sont hyper à jour, mais on est à 10,5 tonnes de CO2 de consommation par an par habitant. Et on devrait arriver en 2030, pour réussir à faire des choses cohérentes, à 3,7. Ça fait une bonne division quand même. C'est-à-dire que même les plus pauvres d'entre nous devront sans doute réduire leur mode de vie, si on reste dans ces chiffres-là. Donc forcément, ça a des impacts sur le fonctionnement social. Donc on peut se dire qu'il y a des limites, on ne peut pas imposer tout et n'importe quoi à tout le monde. Là, je vous propose très rapidement deux figures que j'aime bien. Alors ça vient de Davos, le Forum économique mondial. Eux, je les aime un peu moins, mais c'est pas grave. Ils ont proposé deux choses très intéressantes. Dans les grands systèmes économiques actuels, il y a une science qui est assez intéressante pour nous, c'est l'étude des risques. Une bonne partie de l'économie est basée sur des assurances, des réassurances, des réassurances. Et forcément, ils ont besoin de savoir un peu où est-ce que ça part, où est-ce que ça se passe bien, où est-ce que ça se passe mal. Donc ils nous ont créé deux beaux schémas. Le premier à gauche, c'est en gros une présentation des risques mondiaux les plus importants. Plus on va vers le haut, plus l'impact est fort, plus on va vers la droite, plus les chances que ça arrive sont grandes. Tout là-haut, on ne le voit presque pas, et vous ne pouvez pas lire, c'est pas grave, c'est une guerre nucléaire, donc ça a un gros impact, mais ça a quand même peu de chances d'arriver. Et puis, quasiment au même niveau, et beaucoup plus à droite, on a des trucs verts, qui n'existaient pas encore il y a 10 ans, mais qui ont commencé là et se déplacent de plus en plus vers la droite. Donc un des premiers, c'est tout à droite, c'est les événements extrêmes, donc du type El Niño, si certains connaissent, donc des grandes problématiques géologiques, enfin météorologiques, qui se déplaceraient sur toute la planète et qui pourraient avoir des conséquences énormes. Et le deuxième, juste à gauche, c'est si on n'arrive pas à combattre le changement climatique. Donc c'est-à-dire que les acteurs économiques mondiaux de premier plan prennent en compte actuellement, dans leur plan de présentation en tout cas, les problèmes environnementaux aux plus sérieux états. Ils vont vraiment sur le plus de chances d'arriver, on est quasiment sur des chances au-dessus de 4, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça a plus de chances que d'arriver que des cyberattaques ou des trucs comme ça. Et avec un impact quasiment équivalent des guerres nucléaires, donc c'est quand même énorme. Et puis là, ça c'est un schéma que j'adore, qui ressemble à rien, c'est ce qu'on appelle un peu, on parle beaucoup de pensée systémique, j'aurai l'occasion d'en reparler, donc c'est une pensée qui se tente de comprendre les choses pas seulement en silo, une chose après l'autre, mais plutôt essayer de voir les interconnexions entre elles et les dégâts que ça peut avoir. Donc là c'est ce qu'ils ont essayé de faire, alors le fond c'est pas forcément important, mais moi ce que j'aime bien c'est la représentation de la complexité que ça propose. Enfin, on a vraiment des interactions dans tous les sens, beaucoup de sujets différents, et des choses assez fortes. Alors,
Je vais vous proposer 4 axes de présentation pour vous expliquer pourquoi on en arrive à être aussi nombreux à parler d'effondrement et de risque d'effondrement. Et ensuite on parlera un peu de conséquences possibles ou de voilà, ce qui pourra arriver dans le cas d'effondrements lents, brutaux ou plein de choses différentes. On va commencer par le plus connu, le dérèglement climatique. Ensuite, on ira sur la 6e extinction du vivant, la fin des ressources pour aller encore un peu plus loin, et puis le petit, alors ça c'est un petit perso, vous verrez, la fragilité systémique, j'essaye d'aller un petit peu plus loin sur certaines choses. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, dérèglement climatique. Si vous ne connaissez pas, en gros, on balance des trucs dans l'air et ça réchauffe la Terre. Voilà. Allez, dessus. Donc ça s'appelle l'effet de serre. C'est un effet qui est naturellement présent sur Terre. On serait à moins 25 degrés si on n'avait pas d'effet de serre et si on se chauffait directement avec le soleil. Mais il se trouve que des gaz sont présents dans l'atmosphère, notamment du CO2, du CH4, de l'eau gazeuse et tout ça. Et ça fait un effet de réverbération du soleil qui va taper contre la Terre, revient dans les nuages, une partie s'en va et l'autre partie revient sur Terre et revient. Et on en revient ça en permanence. Ce qui permet de faire une petite serre au niveau de la Terre et d'apporter une température à peu près 15 degrés de moyenne sur Terre. Donc sans ça, on ne vivrait pas. Le seul problème qu'on a, c'est que depuis qu'on a commencé à balancer un peu tout ce qu'on trouve sous Terre en l'air, et ben on augmente cet effet de serre avec des conséquences qui commencent à être énormes. On parle d'augmentation de température, et j'en parlerai juste après, et plein d'autres choses. À cette problématique d'envoi de gaz dans l'atmosphère qui augmente l'effet de serre, on a en plus fait des dégradations et des destructions des puits. Alors qu'est-ce que c'est que des puits? C'est des puits de carbone. Donc c'est des espaces naturels qui ont une capacité de récupérer une partie de ce qu'on envoie dans l'atmosphère naturellement. Donc les deux principaux, c'est les forêts et les océans. Donc pendant des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années, peut-être pas des centaines, mais des dizaines, ces puits ont compensé une partie importante de nos émissions. Les océans ont capté des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2, notamment, dans leur métabolisme, dans leur fonctionnement, et ont compensé une partie de nos bêtises, et nous ont empêché de ressentir tout de suite les conséquences de nos actions. Il se trouve qu'on est en train de les défoncer, ces puits. Alors, la destruction forestière, je pense que vous êtes tous au courant, hein, donc ça a une conséquence double. Dans la destruction en elle-même, on a une pollution, hein, on va détruire des terres qui étaient vivantes avant qu'ils meurent, donc on a une destruction, donc on a une évaporation. Et puis, c'est des puits en moins, c'est-à-dire que ces arbres-là, qui avant récupéraient une partie de ce qu'on produisait, ne le font plus. Et puis les océans sont arrivés à une saturation complète. Alors il y a plein d'études différentes qui ne sont pas forcément toutes d'accord. Tout le monde est d'accord qu'ils sont quasiment pleins ou sont déjà pleins. Et en gros, l'idée c'est que de puits de carbone, c'est-à-dire de capteurs de carbone, ils pourraient devenir producteurs de carbone. C'est-à-dire qu'à force d'en stocker, ils arriveraient à en dégazer un peu, quoi, à en produire en plus. Donc on passerait de quelque chose qui nous enlève un petit peu de CO2 notamment, à des choses qui nous en donnent. Alors on a avec tout ça un réchauffement de la température globale. On parle beaucoup du 1,5 degré, qui est l'objectif du traité de Paris de la COP21. Alors moi je ne le mets même pas, parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'on n'arrive pas jusque-là. Mais en tout cas c'est un objectif politisé, connu, donc voilà, pas besoin d'en reparler. Moi je vous parle de deux seuils qui sont importants pour moi, plus 2 degrés, plus 3 degrés et demi. Plus 2 degrés, c'est selon énormément de scientifiques actuels, la limite au-delà duquel on ne sait pas ce qui se passe. On est incapable de faire des modèles météorologiques pour prédire ce qui peut se passer. Et on a tout un ensemble de boucles de rétroaction qui se mettent en place. Donc des boucles de rétroaction, c'est en gros... on parle souvent du permafrost pour expliquer ce sujet-là. Donc c'est des parties entières de la planète qui sont gelées en permanence. Et si on arrive à plus de degrés, on arriverait à une fonte de ces permafrosts, sauf que ces permafrosts retiennent sous cette couche gelée des quantités monstrueuses de méthane notamment, qui est beaucoup plus polluant que le CO2. Donc du coup on aurait
atteint à un moment donné une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'elle déclencherait encore plus de choses et ferait qu'on irait encore plus loin dans les augmentations de température. Alors il y en a plein d'autres, hein, on pourrait faire 1 heure juste sur les rétroactions positives, c'est pas le sujet, mais n'hésitez pas à regarder, c'est intéressant. Pas tout de suite, après Noël. Et le 3,5 degrés, alors ça j'ai un peu halluciné quand je l'ai lu, mais du coup j'aime bien en parler. Il y a une grosse étude économique qui est sortie il y a quelques mois, je crois que c'est l'année dernière, sur les modèles économiques actuels, comment on fait pour faire la transition énergétique. Ok, alors il nous faut une croissance économique de 3,5% minimum, sinon on n'y arrive pas. Ok, soit. Du coup ils ont réussi à calculer combien la Terre devait se réchauffer pour qu'on arrive à 3,5% de croissance annuelle et pour qu'on fasse la transition énergétique. Et on arrive à 3,5 degrés plus, donc on dépasse le plus 2 degrés qui était le seuil de what the fuck, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est une stupidité abyssale, mais ça fait vraiment cette logique de penser en silo, c'est-à-dire qu'on pense sa science à soi, dans son petit cercle, et on ne réfléchit pas à tout ce qui se passe autour, et puis finalement c'est pas grave parce qu'on a raison avec nos amis, donc on est content. À tout cela, on commence à aller sur quelques conséquences qu'on connaît bien. Alors, le changement global du cycle des saisons, on commence à le voir un petit peu en France. Alors c'est difficile toujours de dire, on dit souvent que la météo n'est pas la météorologie, hein. C'est difficile de se dire, ah là là, on a eu un été très, très sec, donc c'est forcément le réchauffement climatique. Bah, ça ne veut rien dire en fait. On peut avoir des conséquences qui sont des aires glaciaires avec le dérèglement climatique. C'est pour ça qu'on parle de dérèglement et pas de réchauffement d'ailleurs. Parce qu'on ne connaît pas les conséquences de ce dérèglement. Mais on voit largement lié aux statistiques des dérèglements de ces cycles des saisons. Alors chez nous on a l'habitude de nos 4 saisons gentillettes là, mais ça se voit beaucoup plus dans les zones pacifiques, au niveau de l'Asie du Sud-Est et toutes les logiques de la mousson. Donc la mousson est primordiale vraiment pour une bonne partie de la population mondiale, et on a des cycles de mousson qui sont, mais c'est nawak depuis plusieurs années. On a l'année dernière il me semble une mousson qui arrivait très 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 tard, et qui a été hyper concentrée, donc même les capacités, ils ont l'habitude d'avoir des temps pluvieux très concentrés, mais même leurs capacités de stockage habituelles n'ont pas été suffisantes, et ils n'ont pas réussi à stocker ce qu'il fallait pour l'année. Donc ça a vraiment été complexe, et ça le sera sans doute de plus en plus. Alors on a tout un ensemble de phénomènes extrêmes, donc là on parle d'inondations, de sécheresse, de tornades, enfin voilà, toutes ces choses-là. Pareil, statistiquement, on commence à avoir un nombre de phénomènes extrêmes qui augmente, régulièrement, hein, donc on n'a pas vu pour l'instant de plateau ou de ralentissement de ça, donc c'est difficile de croire que c'était passager. On va avoir des pertes de rendement agricole. De la même manière, on voit un exemple qui est assez connu, c'est celui du café. Il y a des régions entières d'Afrique où des régions qui étaient basées sur l'exportation de café, qui sont en train de se poser des questions énormes parce que les rendements sont tellement faibles à ce niveau-là qu'ils sont obligés d'aller vers le nord, de migrer pour pouvoir continuer à faire de la production de café intéressante. Parce que avec le changement de cycle des saisons, avec des températures différentes, ben, voilà, toutes les plantes ne poussent pas de la même manière. Alors on a notre chère montée des eaux, hein, on la connaît. Il y a une petite carte qui est sortie il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de regarder, sur Nantes en 2030. Ça a l'air marrant. Donc je sais que le CHU, sur notre jolie île de Nantes, il avait 2-3 mètres d'eau sur les pattes. Alors c'est quelque chose de connu, hein, si on parle très rapidement du projet de CHU, les crues centenaires, les études de crues centenaires, centenales, je crois qu'on dit, mettent l'île de Nantes sous l'eau. Donc des amis à moi avaient posé la question aux porteurs de projet. Alors il dit non mais vous inquiétez pas, il n'y aura rien de vital au premier étage et tout, c'est cool. Ok, super, on est content. Donc bon, c'est un exemple. Après je suis pas un expert là-dessus, donc si quelqu'un s'y connaît, il pourra peut-être me dire mais vous racontez n'importe quoi, c'est possible, c'est intéressant. Et puis on a la logique d'acidification des océans. Alors, c'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Surtout je risquerais de me planter, mais en gros c'est une modification de la composition de l'eau des océans avec une acidification importante qui va détruire certains types d'animaux, notamment les mollusques, avec une détérioration de leur coque de protection et tout ça.
Les coraux prennent tout ce qu'ils peuvent dans la gueule depuis des années. Ils sont assez connus, mais ça va beaucoup plus loin. Donc on ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir sur le plancton, par exemple, qui est vraiment la base de la chaîne alimentaire océanique comme terrestre. Il ne faut pas déconnecter les deux. Voilà, ça commence bien. Donc ça c'est assez connu. Je pense que vous n'avez pas appris grand chose, mais le but c'est de reposer des bases, comme d'habitude. Deuxième, la 6e extinction. Alors, on parle de perte de biodiversité. Depuis quelques temps, certains scientifiques parlent de 6e extinction. J'ai repris cette expression pour cette conférence. Elle est critiquable, je l'entends. Mais quand même, on a deux statistiques que je trouve parlantes. On a à peu près 50% de la masse du vivant qui a disparu en 100 ans. Et on a 60% des vertébrés qui ont disparu en 44 ans. Donc c'est plusieurs études qui ont été apportées, des informations comme ça. On a plein de choses qui arrivent sur des régions, des choses un peu plus localisées, un peu plus précises, qui confirment ces choses-là, voire qui disent « Oh là là, pouf, c'est beaucoup plus que ça ». Donc je ne les lis pas trop. Mais déjà, ça c'est énorme. Alors on parle bien de masse du vivant. Parce qu'on va souvent parler des espèces en voie de disparition. Alors, la disparition d'une espèce, c'est hyper grave, c'est très problématique. Mais là, ce qu'on voit, c'est autre chose. On voit certaines espèces disparaître, mais on voit surtout la quantité d'animaux par espèce qui s'écrasent, qui s'écroulent. C'est autre chose là encore. On va peut-être avoir des disparitions d'espèces dans les années à venir, mais c'est surtout que une grande quantité d'espèces qui ne sont pas vraiment en voie de disparition ont perdu des quantités importantes de population. Et du coup, ça met en danger toute la chaîne derrière, et je vais en parler juste après dans les chaînes trophiques. Donc 60% des vertébrés, je pense que c'est assez clair. Et en 44 ans, on a essayé de voir, 44 ans c'est vraiment ce qu'on appelle la phase d'accélération du système géoté. Merci. J'ai une autre statistique, j'en mets pas trop mais il y en a qui sont bien quand même, que je trouve complètement horrible. C'est que si on met la biomasse humaine, donc c'est-à-dire les humains, le bétail, les plantes, d'ailleurs je ne l'ai pas changé, c'est faux ce qui est marqué là. C'est pas la biomasse complète, c'est les mammifères. Si on prend les mammifères humains et liés à l'humain, donc le bétail, je vais dire les plantes, mais non, c'est pas des mammifères encore, on arrive à 95% des mammifères totaux sur toute la planète. Donc il faut que je vire biomasse, on me l'a encore rappelé la dernière fois, c'est pas grave. Donc c'est-à-dire que si on prend les poulets, les vaches, les cochons, et un peu leurs copains, les humains, on arrive à 95% des mammifères sur Terre. Vous vous rendez compte que des lapins de Garenne, il n'en reste pas beaucoup, qui doivent se partager le truc avec les 3-4 éléphants qui se battent en eux. Il y en a une autre que j'ai pas notée là, je crois que c'est 70% des oiseaux sur Terre, c'est des poulets. Voilà. Je crois que c'est même plus que 70%. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Alors, on va parler de plein de choses qu'on connaît un peu, mais il y en a un qui est sans doute le plus important et qu'on connaît un peu moins, c'est la disparition et surtout le morcellement des espaces naturels. Alors on se dit, ouais c'est sympa, il y a une petite friche là dans le coin, il y a 2 hectares, c'est cool. Ouais, sauf qu'elle est entourée de routes, elle est entourée de voies ferrées, de zones agricoles complètement mortes, donc impossible de passer pour des animaux sauvages, ou à risque et péril. C'est entouré d'espaces artificialisés. Donc en fait cet espace-là est complètement séparé d'autres espaces naturels. Ce qu'on voit dans les pays les plus industrialisés comme la France, on a tellement de réseaux routiers, de réseaux ferrés, de séparation des espaces différents, qu'on n'a plus de possibilité de migration de population animale. On connaît les grands oiseaux migratoires qui traversent la planète, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart des oiseaux doivent migrer en cours de saison, en cours d'année, pas forcément sur des grandes distances, mais un minimum, pour s'adapter à un moment l'hiver, ils sont plus adaptés à certains lieux, l'été, ils vont aller chercher à manger un petit peu plus loin. Enfin, c'est vraiment hyper important. Alors, on a fait disparaître un nombre d'espaces naturels monstrueux, ça on le sait, que ce soit par l'artificialisation, oui, c'est par l'artificialisation, mais que ce soit par la bétonisation qu'on connaît beaucoup, foutre du béton, forcément c'est un peu mort, mais l'agriculture conventionnelle actuelle, c'est de l'artificialisation. On tue 90% de la vie de ces sols-là qui deviennent artificiels, ils s'autogèrent plus, c'est vraiment nous qui imposons notre fonction. Donc ça, de ce qu'on voit de pas mal d'études, c'est vraiment la cause principale en Europe, de là où on en est,
de la disparition des espèces vivantes. Alors bien sûr, c'est pas le seul truc. On pollue un peu quand même, plein de pollutions différentes, je vais pas vous faire la liste. On a du coup l'artificialisation, dont je vais parler juste après, juste avant. Et puis, c'est un peu plus sporadique, mais la chasse ou des choses comme ça, à un certain moment, ça a été problématique. Maintenant, on est plus dans une logique de régulation, donc c'est peut-être un peu moins problématique, mais ça reste quand même fort. Et puis, il y a toujours le petit lapin qu'on shoot en voiture en passant par là. C'est toujours ça de moins de vie. Tout ça, ça a comme conséquence, notamment, toujours pareil, les ruptures de cycle de vie. Alors ça, c'est un risque important. On appelle les chaînes trophiques, c'est-à-dire qu'on l'a appris, la chaîne alimentaire quand on était petit, c'est cette logique-là qui peut être problématique. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans la chaîne qui nécessite vraiment la présence de chaque maillon de cette chaîne. On peut avoir des espèces qui peuvent se débrouiller à manger plutôt lui que lui, ou à manger plutôt cette plante-là que d'autres. Mais on arrive à un tel niveau de destruction, et pour certaines espèces, c'est vraiment des espèces spécifiques qui vont être adaptées à certains lieux, certains types de régimes alimentaires et tout ça, qu'on peut avoir des ruptures de chaîne. C'est-à-dire qu'un type, un animal ou une plante disparaît à un endroit, et ben on a toutes les espèces vivantes qui n'ont pourtant pas forcément de lien, qui peuvent être touchées par cette disparition-là. Donc ça, c'est aussi des problématiques d'accélération de disparition qu'on est en train de voir. Alors, on a des pertes de rendement agricoles, toujours, notamment par la disparition de nos chères abeilles, et surtout de tous ceux dont on ne parle pas, mais qui sont sans doute encore plus importants dans les espèces qui vont être pollinisateurs. On sait que les abeilles communes, c'est à peu près 40% de la pollinisation. Il ne faut vraiment pas oublier toutes les autres. On va mettre des abeilles communes partout, sur les toits des villes, dans les entreprises et tout, super. Par contre, n'oubliez pas les autres, quoi. Parce que si vous ne mettez que des abeilles communes, ça ne marchera pas non plus. Parce qu'il y a plein de plantes qui ont besoin d'autres types d'abeilles, d'autres types d'animaux. On a des problématiques de dégénérescence des espèces, donc avec notamment des territoires qui se restreignent, donc des capacités d'échange avec d'autres populations animales. On a des espèces qui dégénèrent petit à petit dans leur capacité de résistance, dans leur capacité tout court. Voilà. Suite à ça et à d'autres problématiques, on a des risques d'épidémies importants, et on en voit des épidémies sur des espèces animales. On parle beaucoup d'espèces végétales, avec des épidémies qui touchent l'agriculture, mais vous imaginez ça et multiplié par 5 potentiellement pour les animaux, pour les plantes sauvages, pour les oiseaux, pour tout ça. Et j'ai mis horrible en soi. Alors ça paraît un peu bizarre là-dedans, mais c'est vrai qu'on va souvent parler « Oh là là, mais si les animaux disparaissent, mais les humains, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout oh là là. » Et moi, c'est pas que je m'en fous des humains, mais 50% de la masse du vivant a disparu en 100 ans, quoi. Enfin, c'est juste horrible, juste ça. On n'a pas besoin de se poser la question des conséquences sur l'humain pour se dire qu'il faut vraiment arrêter ce massacre. On peut avoir du mal à se lever juste en se disant ça, quoi. Le matin, je veux dire. On peut se lever plus tard si on veut. Donc voilà, je préfère préciser ça. C'est pas fini. Troisième chose, la fin des ressources. Alors déjà avec les deux premiers, on est sacrément dans la merde. Potentiellement, toujours. Attention. Avec ça, s'ajoutent d'autres problématiques qu'on commence à toucher du doigt pour certaines et qu'on connaît depuis bien longtemps pour d'autres. C'est ce qu'on appelle, ce que là j'appelle la fin des ressources, mais c'est en gros que nos stocks sont limités. Alors les stocks de quoi? D'à peu près tout ce qu'on consomme. Parce qu'on en consomme tellement de tout qu'on est en train de tout niquer. On parle beaucoup du pétrole. Bon, on peut aller sur le gaz, sur le charbon, même sur l'uranium si on veut, ça marche aussi. Mais on peut aller sur d'autres choses. Les terres agricoles. On est en train de les artificialiser tellement vite et tellement fort qu'elles disparaissent pour certaines d'entre elles, et du coup on est en train de perdre nos stocks. On perd nos stocks de forêt, on perd nos stocks de... je sais pas, plein de trucs quoi. Je suis fatigué ce soir, désolé. Et en gros, on est en train aussi, les métaux, on en parle beaucoup de métaux, des terres rares. Alors c'est un type de métaux spécifiques qu'on trouve rarement dans la terre. Ils sont pas rares, il y en a plein, mais c'est dur de les trouver dans un mètre cube de terre. C'est pour ça qu'on dit terre rare. Donc voilà,
Donc à ce stock limité, va s'ajouter notre consommation exponentielle. Je parlais de la logique exponentielle de tout à l'heure. Donc plus ça va, chaque année on va consommer un pourcentage supplémentaire de ressources. Et quand on est dans du pourcentage supplémentaire, comme dans la croissance, on est dans une logique exponentielle. C'est-à-dire quand il y a 100 ans, en 100 ans on consommait un peu plus, maintenant en 100 ans on consomme, mais on pourrait bouffer 4 terres si on voulait, ça ne serait pas suffisant. Il y a un russe qui fait une présentation. Le premier cycle, la première étape de la civilisation humaine, c'est quand l'humain a réussi à bouffer sa terre jusqu'au centre de son noyau. Deuxième stade de la civilisation, il a bouffé son système solaire. Troisième stade, il bouffe l'univers. Et en gros, il y en a qui se compris ce truc-là, on fait ok, bah vas-y, on va tester. On met 2% de croissance à l'humanité à partir des années 80. Et je crois qu'en un millénaire, on a bouffé l'univers. Parce que c'est de l'exponentiel, c'est mathématique en fait. 2% de croissance quand on est ultra riche, c'est une quantité monstrueuse. Alors quand on est pauvre, ça fait pas grand-chose, mais voilà. Alors, pourquoi on en est arrivé là aussi? Parce qu'on a pas mal de cycles ouverts d'usage destructif dispersif. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas mal de gens, quand je parle de décroissance, qui me disent « Oh, ben non, c'est bon, on a l'économie de la... » Quelqu'un va m'aider, je suis sûr. De la fonctionnalité, de la circularité, tout ça. On recycle, tout va bien se passer. Ok. Alors déjà, je pense que tout le monde ne recycle pas forcément tout parfaitement ici dans cette salle ce soir. Voilà le premier, peut-être pas le premier, mais... et aussi, on a pas mal de ce qu'on appelle de cycles ouverts. C'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux qu'on ne récupérera jamais. Alors, le pétrole, le gaz, le charbon, ça c'est connu, c'est difficile d'aller « Ah, attends, reviens, je refais du charbon » et hop, ça marche pas comme ça. Mais aussi pour des métaux, par exemple. On a souvent l'exemple de l'aluminium. L'aluminium se recycle plutôt pas mal, voire plutôt très bien. Et on se dit, bah voilà, si on se démerde bien, on va réussir à rentrer dans le truc, on va reconsommer quasiment tout ce qu'on... Ok. Alors déjà, du recyclage, ça demande de l'énergie. Donc il faut aller choper cette énergie-là, c'est pas si simple. Et ensuite, on a l'exemple assez connu des bombes aérosols pour les déodorants. Alors ça commence à changer parce qu'ils ont bien vu qu'on n'aimait pas trop ça, mais pendant un moment, et je pense qu'ils le font toujours, ils mettaient des microbilles d'aluminium dans le spray aérosol parce que c'est hyper efficace pour bloquer la sudation. Apparemment, c'est hyper dangereux pour l'humain sur le long terme, mais on s'en fout, ça marche bien. Du coup, bah, cette bille de fer-là, on va pas aller racler en fin de journée pour récupérer les limailles de fer et les refoutre au recyclage. Un peu compliqué, quoi. Ça, c'est un exemple qui est assez connu, mais il y en a des milliers. Toute l'informatique est basée sur des utilisations de métaux et de métaux rares qui est énorme. Et bah, je sais pas vous, mais on va pas remettre à recycler, on commence à le faire avec les D3E et tout ça. Mais sauf qu'on les envoie souvent dans d'autres pays parce qu'on ne veut pas le faire nous-mêmes. Donc on ne sait pas à quel point c'est recyclé. Et je vous dis pas aller récupérer les 3 grammes d'or qu'il y a dans un microprocesseur d'ordinateur qui fait cette taille-là à peu près. Bon courage, c'est impossible. Donc ça déjà, ça annule pas complètement la logique de recyclage, hein, c'est hyper intéressant, mais ça fait que dans tous les cas actuellement on va arriver quand même aux limites. Alors, notre roi là, alors c'est pas un roi, c'est le ROI, ça fait roi, c'est con, mais c'est intéressant quand même, c'est le retour, ce qu'on appelle le retour énergétique. Alors, je vais essayer de faire, c'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais en gros, au début de l'ère industrielle, un Américain dans le Kansas foutait un coup de pioche dans le sol, il était arrosé de pétrole pendant 10 ans. En gros, il consommait un baril de pétrole, il en récupérait 100 en retour. Et petit à petit, on a été piocher des choses un peu plus complexes. On a été chercher, alors même du charbon, c'est pas forcément facile à choper. Le stock de pétrole du Kansas, il a diminué, donc il fallait aller le chercher un peu ailleurs. Là en ce moment, on est quand même en train d'aller le piocher dans l'Alaska, d'aller le piocher dans du sable bitumineux dans l'Alberta au Canada. Donc c'est une sorte de vieux sable dégueu qu'on va laver pour essayer de récupérer ce qu'on peut à la fin. Donc on en est arrivé à des stades où, avec un baril de pétrole, on n'en récupère que 20, 30, des fois 2. Si on prend l'exemple des biocarburants, les biocarburants de 2e génération, il me semble, avec un baril de pétrole dépensé, on en récupère 1,5. Génial, trop bien.
Et même la première génération, on dépensait 1 baril, on récupérait 0,8 baril. On a vite arrêté, mais quand même au début c'était un peu bon. Donc ça c'est tout bête, mais notre société a besoin d'un retour énergétique suffisant. On ne peut pas se permettre de dépenser tout va sans rien récupérer. Il faut qu'on ait une quantité d'énergie qui nous arrive qui est importante. Alors il y a plein d'études là-dessus, mais on irait sur une logique de 1 pour 30. C'est-à-dire que si on va en dessous de 1 baril dépensé pour 30 récupérés, bah, ça devient difficile de consommer comme on le fait, de se déplacer comme on le fait et tout ça. Sauf que les énergies qu'on est en train de récupérer sont de plus en plus basses, ce qui est normal. On a d'abord été chercher les choses les plus simples à aller chercher, et plus ça va, plus la ressource se dégrade en qualité, en capacité d'aller chercher. Le sable bitumineux, il me semble qu'on est à 1 pour 15, quelque chose comme ça. Donc si on avait tout en sable bitumineux pour nous, ça marcherait pas. Les énergies renouvelables sont pas non plus géniales. J'ai pas les chiffres en tête, mais n'hésitez pas à regarder ce sujet-là. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que les courbes de ROI mondiaux diminuent de plus en plus, petit à petit. Et on n'imagine pas vraiment de capacité et de nouvelles technologies qui puissent faire remonter tout ça très très vite. À cela s'ajoute notre logique sociale globale. On est très dépendant à certaines ressources. Alors on va beaucoup parler du pétrole, hein, c'est le plus simple. Mais on est dépendant de plein d'autres choses. Un qu'on connaît un peu moins, c'est le phosphore. Le phosphore, ça permet de créer les engrais agricoles, les engrais chimiques. On va le miner, on va chercher le phosphore, donc l'engrais qu'on met dans nos plantes, dans les mines, dans des trous. Et ces stocks sont limités. On va en chercher une bonne partie en Australie notamment. Et il y en a pas mal qui commencent à bien tirer la sonnette d'alarme en mode wow, on augmente de plus en plus notre consommation de ce phosphore-là, parce que les stocks sont limités, et même notre capacité de production n'est même plus vraiment en rapport avec ce qu'on consomme, quoi. Donc on va même peut-être arriver à des problématiques de crise, même si on a encore du stock, parce qu'on n'est même plus en capacité d'en produire. Ça c'est le cas pour plein d'autres ressources. À cela s'ajoutent des distributions géographiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des pays ou des régions qui sont en capacité de produire certaines ressources et pas d'autres. Donc on va avoir une dépendance des problématiques dans ces régions-là. Et aussi des possibilités de jeu géopolitique. Alors l'exemple le plus simple, c'est les terres rares avec la Chine, producteur de 95% des terres rares utilisées actuellement, donc très utilisées dans l'informatique, dans les nouvelles technologies énergétiques. Et en gros, il n'y a pas très longtemps, ils ont commencé, avec le Japon, je crois qu'ils ont fait ça, et avec nous, ils nous en parlent de temps en temps. Si on commence à leur dire, voilà, les Chinois, c'est pas très bien, vous n'êtes pas gentils, vous êtes des Chinois, tout ça, ils peuvent dire, ok, pas de problème, démerdez-vous. Faites vos éoliennes avec ce que vous avez chez vous, quoi. Alors, il y a quelques gens qui y ont pensé, donc on commence à faire des études en Europe et un peu partout sur des potentialités d'ouvrir des mines de terres rares chez nous. Je ne le conseille pas. C'est pas très cool les terres rares à aller chercher. On doit brasser des mégatonnes de terre pour choper quelques petits grammes de terre, de métaux. C'est une des causes, pas principales mais fortes, du smog permanent qu'on a sur les villes de côte chinoises. C'est 60% je crois de la cause de ces objectifs-là. Donc la grosse région minière de terres rares, c'est au sud de la Mongolie, dans la Mongolie inférieure en Chine. Et du coup, on a très régulièrement des vagues de pollution qui arrivent sur les villes côtières. On a en plus, dans la logique d'uniformité des modes de vie liés à la mondialisation, que vous connaissez tous, on a vraiment privilégié des types de technologies particuliers. On va tous avoir des bagnoles par exemple, c'est tout bête, mais du coup on va tous dépenser le même type d'énergie pour se déplacer et pour plein de choses. La consommation se faisant de plus en plus spécifique géographiquement et dans le monde, on va avoir un besoin hyper important des porte-conteneurs par exemple. Une des révolutions les plus importantes de la mondialisation, c'est le mec qui a inventé le conteneur. C'est tout bête, un cube, c'est plus qu'un cube, c'est un pavé droit, on s'en fout. Tu mets ça par milliers, toc, tu fais ça sur un bateau et c'est parti. Mais c'est génial, ça a multiplié les capacités de commerce international, mais de façon exponentielle, du coup.
Et puis du coup, on va avoir ce type de fonctionnement-là partout. On va tous de plus en plus utiliser Internet, utiliser des technologies comme les smartphones, qui sont tous utilisatrices des mêmes techniques, des mêmes méthodes, des mêmes logiques en même temps. Et puis on a une uniformité des modes de vie. On est en train d'imposer petit à petit, à force de beaucoup de violence dans plein de moments, nos modes de vie européens et américains s'imposent un petit peu partout dans le monde. On a vu l'entrée de la Chine notamment dans nos modes de vie. On l'a vu dans les courbes de production, de consommation, de pollution. Donc tout ça, ça va accentuer les problématiques de fin de ressources, de stock limité, tout ça. Voilà, c'est pas mal déjà. J'essaie de mettre de l'humour, hein. Je sais pas si vous avez vu. Moi ça me fait du bien, j'espère que ça vous fait du bien aussi. À tout cela s'ajoute ce que j'appelle les fragilités systémiques. Alors, c'est un petit peu plus personnel, mais en même temps je vois ça dans pas mal d'endroits quand même, pas mal de gens qui parlent de ça. Pas forcément sur ce terme-là, mais je le trouve assez parlant. Donc, je disais tout au début, on est basé sur un modèle économique de croissance et d'accumulation. Donc la logique est, et on peut pas, les économistes actuels ne peuvent pas penser autrement. Toute la science économique néoclassique, on l'appelle, est basée sur ce fonctionnement-là. Sans croissance, c'est récession, c'est crise économique, c'est effondrement. C'est tout, pas le choix. Et c'est vraiment cohérent dans leur logique mathématique. Notamment, alors je parlais de le fonctionnement de la dette, c'est vraiment une des causes principales, mais pas la seule. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à avoir une croissance économique, un fonctionnement de logique, on a d'un côté le remboursement de la dette qui fait qu'on perd des capacités monétaires petit à petit. Donc si on n'a pas de croissance, ben, on ne peut pas redistribuer tout ça. On a une population qui augmente. Bon, on arrive petit à petit à des plateaux, mais on a quand même une croissance importante de la population. Et on a aussi notre fonctionnement actuel, surtout en Europe et aux États-Unis, qui fait qu'une partie la plus riche de la population va capter une partie de la richesse nationale et va la stocker dans les marchés financiers. Alors, quand je dis une partie la plus riche de la population, c'est pas forcément des gens qu'on en parler, c'est par des entreprises, par des banques, par des fonds de pension et tout ça. Et cette bulle financière augmente de plus en plus. On a largement dépassé les statistiques pré-crise de 2008. Hein, au niveau des bulles financières, on est largement au-dessus de ce qu'on avait fait la dernière fois. On a vu ce que ça a fait, voilà. On peut s'imaginer que ça peut poser problème. Mais surtout le problème, c'est que si on n'a pas cette croissance-là, eh ben, tout ça peut exploser, tout ça peut partir dans tous les sens. J'en parlais tout à l'heure, on a des spécialisations géographiques, c'est-à-dire que si on a une rupture pour je ne sais quelle raison d'approvisionnement de pétrole, et donc du coup des porte-conteneurs dont je parlais tout à l'heure, bah, on est dans la merde un peu, nous là, ici. Parce qu'on n'a plus de production d'industrie primaire, donc les mines, alors l'agriculteur en fait partie, mais du coup on sait, si vous vous renseignez un petit peu, que notre agriculture est totalement dépendante de l'importation de produits extérieurs. Donc je parlais du phosphore tout à l'heure, mais c'est pas les seuls. Et puis même tous nos produits de tous les jours, enfin voilà, il y a des problématiques énormes qui se posent. Et on a aussi des flux importants de nourriture dans le monde entier. On va produire certains types de produits, on va en importer une partie importante d'autres. On a des pays qui sont complètement importateurs ou presque de leur consommation d'alimentation. Donc forcément ça pose problème. On a une dépendance aux macrostructures, donc aux structures financières, aux structures de commerce international. Si par exemple l'entreprise Visa arrêtait, et c'est déjà arrivé dans certains pays, arrêter son fonctionnement, comment on fait? On va chez Mastercard. Ah oui, si vous en avez une déjà. Visa, c'est un truc américain, c'est diffusé au monde entier, mais c'est une entreprise privée. Bon, pourquoi pas? Mais c'est-à-dire que c'est une macrostructure qui nous met en dépendance. On est dépendant de cette société-là. S'il lui arrive un truc, bah, on fait comment? Donc, s'il n'y a que ça, on peut se débrouiller, on peut trouver d'autres choses. Mais malheureusement, on en parlera tout à l'heure, c'est pas forcément un seul truc qui arrive en une seule fois. C'est souvent des choses qui s'accumulent.
On a une complexification, donc on voit notamment notre dépendance de plus en plus grande à tous ces petits trucs-là, hein, les petits trucs électroniques. Je pense qu'il y a une partie d'entre nous qui aurait du mal à vivre tous les jours, au moins au départ, sans son smartphone dans sa poche. Moi, j'ai pas de smartphone. Ben, je galère des fois, enfin, c'est con. Mais quand on fait le choix de se passer quelque chose, c'est quand même beaucoup plus simple que quand on n'a pas le choix et qu'on était adapté avant à ce fonctionnement-là. Il y a un jeu que j'aime bien où on s'amuse à être un hacker. Et en fait, on se retrouve dans la ville à hacker des petits bouts de la ville, et en fait on se retrouve à changer les feux rouges, à changer un fonctionnement, à fermer une banque à un endroit, donc on déclenche une émeute ou des trucs comme ça. Enfin, c'est hyper intéressant pour voir à quel point on peut déclencher des choses ou pas juste par l'informatique. C'est pas le seul truc, hein. On parlait du commerce international, c'est une complexification énorme. À ça s'ajoutent des logiques d'inégalité de plus en plus fortes. Donc là, c'est toutes les statistiques qui le montrent, à peu près quel que soit le pays du monde. On a des inégalités de plus en plus fortes, une élite qui, de par le fonctionnement économique, accumule de plus en plus, et une masse importante en dessous qui soit disparaît complètement du système économique, soit reste en une stagnation qui est problématique parce qu'on a souvent de l'inflation, c'est-à-dire de l'augmentation des prix, et quand nos capacités d'achat n'augmentent pas et que les prix augmentent, bah en fait on se pauvre, ça c'est naturel. Et ces inégalités-là, c'est désigné souvent comme une cause potentielle de révolte, de changement de politique, de changement de vote et tout ça. Et on sait très bien que des révoltes dans plusieurs pays en même temps, ça peut causer plein de logiques d'effondrement un peu partout. On sait que des pays actuellement, en ce moment même, ont des effondrements économiques ou sociaux en partie dus à des problématiques politiques énormes et qui sont en partie basées sur des problématiques d'inégalité. Et puis il y en a un que j'aime bien, dont on parle peut-être pas assez, c'est la mondialisation des futurs souhaitables. Donc ça, c'est la logique de se dire que l'effondrement n'est pas forcément matériel, et je crois que j'en parle après, mais c'est pas grave. Il est aussi mental, c'est-à-dire que moi j'ai souvent dit que j'ai fait le deuil de Star Wars. Moi, je suis né avec Star Wars sous les yeux, j'ai regardé à peu près 350 fois la cassette de l'épisode 1 de Star Wars, que j'ai essayé de regarder chez mes parents, mais elle marche plus. Dommage. Et en gros, pour moi, c'était ça le futur. Alors, peut-être pas mon futur, mais dans pas très longtemps, quoi. On allait coloniser la galaxie, c'est génial, un sabre laser et tout ça. Et bah non, en fait. Mais pour moi, il a fallu faire le deuil, c'était pas simple. En fait, déjà, pour moi, ça a l'air vain, mes enfants, peut-être pas. Et bah en fait, peut-être que c'est pas si bien que ça, et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Et peut-être que c'est pas ça le but, quoi. Sauf que cette logique-là, de croissance exponentielle, de développement économique, de développement technologique, de colonisation martienne et tout ça, eh ben, elle s'est diffusée absolument partout. C'est-à-dire que tous nos futurs, tout ce qu'on se projette les uns les autres, eh ben, on a à peu près toutes et tous la même projection mentale. Et ça fait que si ça se casse la gueule, eh ben, on peut se retrouver aussi avec un effondrement collectif de nos futurs. Bah merde, mais du coup on va faire quoi? Avec une bonne grosse dépression collective, ça peut être sympa. Et puis dans la logique, quand on se projette dans un futur, eh ben, on va faire des choix dans le présent qui sont liés à ce futur-là aussi, quoi. On va aller privilégier le développement technologique, parce que il faut bien qu'on aille sur Mars, quoi, comment on va faire sinon. On va accepter que la NASA bouffe des thunes tous les ans de manière hallucinante, même si elle en a un peu moins en ce moment, alors qu'on continue à avoir des populations, même dans nos pays, qui meurent de faim et qui vivent sans toit. Oui, mais attends, on verra ça plus tard, hein, il faut aller sur Mars. Donc voilà nos 4 axes. Ça va toujours? Oh ouais, c'est un peu moins qu'au début. Et ben on va aller encore un peu plus loin. Là j'ai fait le tour de ce que moi je présente comme qu'est-ce qui peut déclencher des effondrements. Je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là, à moins que dans les questions où j'ai oublié quelque chose, où j'en dirai peut-être un peu plus, mais là j'ai fait le tour des causes potentielles. On va aller un peu plus sur les conséquences qui sont importantes à observer, je pense. Je suis sûr et certain que dans cette salle, plein de gens ont plein d'autres exemples à me donner et on pourrait continuer des heures. Mais voilà, il faut faire un choix, il faut renoncer. Alors, pour rester dans les trucs joyeux, qu'est-ce qui pourrait se passer pendant, après un effondrement, qui soit d'ailleurs très rapide ou très lent?
Alors on parle beaucoup des migrations massives. Tiens, je vais vous parler d'un truc de cause, enfin, d'un problème qui est quand même assez... qui commence à être connu. C'est une étude qui est sortie qui s'appelle l'étude de la planète Étuve. Je suis sûr qu'il y en a quelqu'un qui connaît et qui va faire ouais, trop bien celle-là. Notamment Nathalie. Donc l'étude de la planète Étuve, c'est génial. Des gars ils se sont dit, allez, on va essayer de prendre le scénario le plus dur, business as usual, voilà, capitalisme jusqu'à la mort. Ça donnait une augmentation de la température à plus 4 ou 5 degrés, je crois, au niveau mondial. Et ils se retrouvaient avec des pans entiers de la planète qui se retrouvaient à des températures, à des taux d'humidité 3 mois par an supérieurs à nos capacités de survie. C'est-à-dire que l'atmosphère était mortelle 3 mois par an pour 60% de l'espace mondial. Et forcément, c'est pas les endroits où il y a le moins de monde. On est sur les logiques d'Asie du Sud-Est, le sud de l'Europe, le sud du Sahara, au niveau de l'Afrique équatorienne, enfin voilà. Il n'y a pas grand monde là, ça va. Donc forcément, alors ça c'est un scénario particulier, mais imaginez ce que ça fait comme migration. On vit actuellement des migrations qui sont dues déjà au dérèglement climatique, à la fin de ressources. Alors, une ressource dont je ne vais pas parler, c'est l'eau, hein, mais on pourra en parler des heures aussi. C'est assez énorme. Donc voilà, on vit déjà des migrations qui sont suite à ça. On va aussi en vivre qui sont directement liés ou qui sont liés, mais on ne va pas en parler comme ça. On parle souvent de la guerre en Syrie, qui a notamment été déclenchée par plusieurs années de sécheresse très très dure dans ces pays-là, qui ont augmenté en fait le mécontentement collectif et qui a ensuite, dont certaines personnes ont surfé pour pouvoir réussir à faire tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé là-bas. On peut se dire qu'une petite partie de ces problématiques-là ont déclenché des migrations importantes pour chez nous, beaucoup plus importantes pour leurs voisins. Hein. Nous, on n'a rien eu. On a eu 40 000 personnes, 300 000 sur l'Europe. Le Liban a multiplié sa population presque par 2 à cause de ces problématiques-là. Nous, on n'a rien du tout. Donc voilà, on a déjà des migrations importantes. Alors on peut avoir des guerres des ressources. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un peu aussi vieux que le cheval, hein, c'est même en ce moment même en permanence presque. On a des missions de l'ONU et des missions militaires françaises qui sont autant pour du maintien de la paix que pour du maintien des capacités de récupération de certaines ressources. Je sais qu'il y a quelques soldats qui sont décédés au Mali, il me semble, il y a quelques mois. On sait que le Mali c'est un pourvoyeur important d'uranium pour la France. Bon, ils sont sans doute pas là juste pour faire joli, quoi. Ils sont aussi là pour assurer la capacité de récupération de ressources pour la France, c'est tout à fait normal. On peut avoir des logiques de rupture de services de base. Donc là on revient sur la définition d'Yves Cochet un petit peu. Donc là avec nos... Qui est-ce qui a pas éteint son portable? C'est Gazille. Où j'en étais du coup. Oui, on voit actuellement par exemple avec les grèves générales des logiques de coupure d'alimentation en gazole, en essence et tout ça. Oh, ça fait paniquer les gens, un truc de ouf. Alors qu'il n'y a rien en fait pour l'instant. Et il ne s'est rien passé. On a 3 mois de réserve stratégique en France, c'est bon, du calme. Et pourtant déjà on a des ruptures de services de base, hein, l'essence actuellement, malheureusement on n'a pas le choix, qui peuvent déclencher des choses énormes. On sait que Paris, notamment, est alimenté par notre gentil Rungis, en alimentation en grande partie. Selon pas mal d'études, on aurait 3 jours de réserve alimentaire à Paris. Bon bah voilà, le Rungis s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Migration massive. On se retrouve avec encore plus de Parisiens qu'on imagine ici. Pardon pour les Parisiens dans la salle, mais là forcément. Je les aime bien, ça dépend des... Ça dépend des... On en reparlera. Donc là, typiquement, ça peut amener à des problématiques de famine. Hein. On en a déjà vu, on en verra sans doute. Toujours, hein, malheureusement, on n'a pas réussi à les éradiquer. Les problèmes de mousson, dont je parlais tout à l'heure, hein, ça commence à avoir des impacts importants en Inde et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est.
Des problématiques d'épidémie, donc ça va autant avec les ruptures de services de base, quand les hôpitaux disparaissent, quand on n'est plus en capacité de boire de l'eau potable ou de manger des aliments sains, bah voilà, hein, les épidémies peuvent arriver assez rapidement. On a beaucoup parlé des risques d'épidémie suite au dégel de certaines parties du monde. Notamment, je crois que c'est l'anthrax qui a ressorti gentiment de la glace. C'est insupportable. Pardon ? Désolé, on peut faire rentrer un rond de plus et fermer la porte parce que c'est insupportable. Ah oui, bah oui. C'est priorité au Il y a de la place par terre devant les carrés. Vous pouvez peut-être venir un petit peu devant, il reste un petit peu de place, mais on sera assis par terre malheureusement. Mais... Ceux qui peuvent faire s'asseoir par terre. Oui, c'est vrai que ça doit être très agréable. Des gens joyeux là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là hein, non, je crois pas qu'il y ait d'enceinte au fond. Là. Ça s'entend quand même. Ça s'entend bien, là. On pourra leur faire la conférence, je suis sûr qu'ils feront moins de bruit après. On a oublié quelqu'un dehors. Ah non, non, mais non. Fermez pas les portes trop vite. Donc on parle beaucoup de ces risques d'épidémie là. Alors encore un peu de concentration, on va boire un coup dans pas longtemps. Je sais pas où j'en suis d'ailleurs. Quelqu'un peut me donner Non mais je sais là, mais dans l'horaire, il est quelle heure? Ça fait 50 minutes. Excellent, je suis toujours parfait, je suis génial. Donc les épidémies, donc on parle beaucoup de ces dégels-là. Alors il y a des risques, c'est vrai, ça existe. Mais j'aurais plus peur dans le fait que ma station d'épuration marche plus que dans le fait qu'il y a un émeu ou je sais pas trop quoi qui se balade dans le permafrost, qui chope de l'anthrax et qui revient brouter un collègue bûcheron là-haut. C'est bizarre, c'est pas grave. Alors, les luttes sociales, on en parlait juste avant, hein, liées aux inégalités, mais ça peut aussi être lié à des problématiques de survie, des problématiques de... L'émigration cause très souvent des problématiques politiques importantes, ça peut se comprendre aussi. On peut avoir une bande d'anarchistes qui décide que, bon, c'est bon, on a soupé du capitalisme, il faudrait peut-être s'en passer. Pourquoi pas. On peut avoir, à l'inverse, des logiques de perte de liberté. Alors, elles sont... moi je suis décroissant, c'est-à-dire que je considère qu'il faut qu'on réussisse à s'imposer des limites. Je pense pas que la liberté de tout faire soit quelque chose de positif. D'ailleurs ça n'existe pas, on n'a jamais vraiment le droit de tout faire, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, c'est pas plus mal. Pourtant c'est une perte de liberté, c'est pas sympa. Mais je suis pas très libertarien. Pour ceux qui connaissent pas, renseignez-vous, c'est intéressant, les libertariens sont des tarés. Mais dans la logique, on peut avoir des pertes de liberté, alors soit subies, quand on ne peut plus se déplacer en voiture parce qu'il n'y a plus d'essence, bah, c'est une perte de liberté de déplacement. On peut avoir des pertes de liberté subies par des choix politiques. De se dire, bah voilà, vous n'avez plus le droit qu'à 30 litres par jour, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et on peut avoir aussi des pertes de liberté qui soient choisis, c'est-à-dire qu'on choisit collectivement de se dire bah, on va peut-être arrêter les smartphones, on va peut-être arrêter je sais pas quoi. Donc ça, les décroissants notamment, ou les colibris, sont dans cette logique-là de bah, c'est pas une part de liberté, c'est un choix personnel. Mais finalement, c'est aussi se sacrifier des libertés. Donc on parle aussi de simplification des structures, donc ça c'est une façon très jolie de dire quelque chose qui est horrible. Donc ça c'est typiquement le genre de mots qui peuvent être utilisés par des politiques. Hein. Donc c'est intéressant d'utiliser, j'essaye d'utiliser le plus de termes possible, de mots possible. Pour moi les mots sont importants. On dit souvent que le mot fait politique, c'est-à-dire que si on n'a pas les mots de ce qu'on essaye de penser, on ne pourra pas penser ce qu'on essaie de penser. Vous avez compris? Et c'est Orwell qui en parle très bien dans 1984, où il y a un ministère entier qui est là pour sacrifier les mots, pour que les gens qui essayent de penser certaines choses ne puissent plus. C'était un aparté. Du coup, simplification des structures, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des situations très complexes. Et bien finalement, aller chercher son pain chez le boulanger du coin, ce serait une simplification, mais c'est pas si simple que ça. On peut avoir des crises psychiques. Donc là, c'est assez lié à ce que je disais juste avant. Et on le vit là tout de suite en fait. Il est possible, et c'est pour ça qu'on essaye de le faire collectivement de plus en plus,
que suite à cette conférence, certaines personnes se retrouvent dans des difficultés personnelles, psychiques ou mentales, de se dire putain mais merde quoi, qu'est-ce que je vais faire demain, enfin, qu'est-ce qui se passe quoi. On va en parler après, on a plein de propositions potentiellement à faire, mais malheureusement, voilà. J'ai des membres du Meetup qui sont venus me voir en me disant bah écoute, je viens de sortir de 2 ans de dépression complète. Depuis que j'ai découvert ces sujets-là, depuis que je creuse ces sujets-là, ça fait 2 ans, j'en peux plus, je commence tout juste à passer le cap, et ça me fait extrêmement bien de voir des gens qui sont fous comme moi. Et du coup, ah ouais, on est plein de fous, on est peut-être pas fous. Mais ça peut arriver. Alors, ça peut arriver pour nous maintenant qui se rendons compte des conséquences de tout ce qu'on fait, mais ça pourra arriver aussi plus tard. Peut-être même des gens qui se rendront même pas compte de ce qui se passe, mais qui seront en crise quand même, parce que voilà, on ne peut pas avoir des populations en crise sans avoir des conséquences. Alors, on peut avoir des pertes d'espérance de vie et de natalité. On en a déjà. Il me semble que l'espérance de vie complète a stagné aux États-Unis depuis quelques années et qu'elle descend en partie, mais après c'est pareil, j'ai vu l'inverse donc je suis pas sûr. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé aux États-Unis, elle baisse, ça c'est sûr. Et ça c'est important, parce qu'on nous parle beaucoup d'espérance de vie en ce moment, je sais pas pourquoi. Et on ne parle pas d'espérance de vie en bonne santé. Moi j'ai fait mes calculs, je devrais travailler jusqu'à 69 ans. Mon père a 58 ans, quand je vois dans l'état où il est. Ma maman a 56 ans, 57. Bah pareil, elle peut même plus travailler. Et pourtant, elle travaillait en maison de retraite, donc physique, difficile, mais qui a un sens, au niveau mental c'était plus simple. Et mon père travaillait en banque. Voilà, c'est l'inverse, physique ça va, mais en mental... Et bah ils sont morts quoi, enfin, c'est dur, les deux sont dans une situation de handicap, burn-out régulier, enfin, je suis en train d'essayer de les tenir, j'ai fait démissionner ma maman, enfin, mon père je le tanne, mais barre-toi. Et du coup là, il est en arrêt depuis un moment, mais je me dis ok, moi 69 ans, c'est cool. Et ça va être bien. Bon après quand je parle d'effondrement, forcément il y a un truc qui se passe qui fait que... on voit une statistique horrible en ce moment, c'est que le nombre de travailleurs de plus de 80 ans augmente, un truc de fou aux États-Unis. On voit l'image d'un mec qui a 85 ans qui est sur son atelier là en train d'essayer de bricoler des trucs. 85 ans. Donc bon, l'Angleterre c'est pareil. 92 ans. Putain. Bon bah pourquoi pas. Hein. Quand on lui demande de la rentabilité, attention. Perte de natalité. Alors, la plupart du temps subie, on peut imaginer aussi une perte de natalité choisie. Hein. On a des quantités importantes de gens de mon âge qui décident de ne pas faire d'enfants. C'est pour l'instant mon cas. On pourra en parler si vous voulez. Bon. On peut avoir des pertes de natalité subies, c'est-à-dire sur les... tout bête, hein, sur les capacités de gestion des accouchements, sur... les capacités, ne serait-ce que on a beaucoup de pertes avec les reprotoxiques, donc certaines pollutions qui attaquent nos systèmes de reproduction. Les animaux, on est des animaux comme tout le monde, du coup on perd des capacités. Et puis toujours la logique d'imaginaire à réinventer. Donc ça on parle beaucoup d'imaginaire, essayer de recréer des imaginaires, bah, c'est important. Qu'est-ce qu'on va foutre de nos peaux, qu'est-ce qu'on va essayer de vendre à nos enfants pour qu'ils continuent à aller à l'école et à manger leur soupe. Et puis voilà, pourquoi on est là, quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire dans la suite, quoi. C'est vraiment, ça peut être une idée qui est très, qui n'est pas à négliger, je trouve. C'est pour ça que j'essaie d'en parler régulièrement, parce qu'on va se dire, oh là là, mais attends, qu'on va bouffer. Ouais, ok, bah même s'ils trouvent à bouffer, c'est cool, mais tu survis. Moi je veux vivre, tu vois, je vais pas juste... je suis pas survivaliste, quoi. Pour en reparler d'ailleurs, survivaliste. Je regarde vite fait. Ouais, c'est bon, il me reste 2. Ça va le faire. Alors déjà aujourd'hui, donc c'était une des questions de tout à l'heure, donc on a déjà passé des pics de production. Donc peak oil, si vous voulez regarder, c'est le pic de production du pétrole conventionnel a été dépassé entre 2006 et 2008. De ce qu'on sait. On compense pour l'instant avec du pétrole non conventionnel, les gaz de schiste, les sables bitumineux, tout ça. On est en train de dépasser des pics sur plein de stocks différents et de logiques différentes. On commence à avoir quand même des crises un peu régulières, je ne sais pas si vous avez conscience de ça.
Des pollutions de plus en plus importantes déjà actuellement. Moi je suis né à Sainte-Pazanne. Vous avez peut-être entendu parler de cette petite ville là récemment. J'étais dans l'école où ça se passe. J'ai peut-être un cancer, on sait pas. On sait pas d'où ça vient. J'essaye de me tenir au courant. Il y a une scierie à côté, ça ne fait pas trop. Pourtant c'est en plein bourg, on peut pas dire que c'est les paysans du coin, enfin voilà, c'est pas forcément. Des rendements en baisse. Alors, la dernière fois que j'ai fait ma conférence, j'ai dit qu'en France ça baissait les rendements, et j'ai un cher monsieur qui travaille dans le milieu qui me dit « Oh non, mais pas du tout !» En plus, c'est intéressant ce qu'il disait, parce qu'il disait bah « Non, pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc les rendements ne baissent toujours pas, continuez à les augmenter. » Donc je vous dis pas comment, hein, on y va, hein. On envoie du steak. Mais il me dit c'est encore pire, parce que du coup, alors après c'est ce qu'il a dit, moi il faut que je me renseigne un peu plus, mais là j'ai pas eu le temps depuis la dernière fois. C'est que du coup, la FNSEA et tous nos gentils agriculteurs qui parlent d'agribashing en ce moment, ils ne peuvent pas remettre en question leur mode de production, puisque les rendements continuent à augmenter. Ils disent faut qu'on nourrisse le monde, et c'est ça qui marche, regardez, ça marche de plus en plus, de mieux en mieux, donc on va continuer, et continuer encore. Et du coup, ça a continué à augmenter les conséquences qui sont liées à ça. On a déjà des migrations importantes, j'en ai déjà parlé, des pertes de repères, l'espérance de vie en bonne santé, je l'ai déjà dit, c'est bien, je bouffe la moitié de mon truc. La natalité aussi, la guerre des ressources, j'en ai parlé aussi dans l'actualité. Et là je vais passer sur d'autres choses qui sont un peu moins terre à terre, mais que je trouve primordiales. On a une baisse de l'attention collective, de génération en génération, mais même les générations plus âgées ont une baisse au cours de leur vie qui est énorme. Les temps libres. Ouais, en fait, c'est con, mais on a de moins en moins de temps tranquille, quoi. Entre les pubs, le smartphone qui vibre tous les 5 secondes, le patron qui veut qu'on soit là à 7h jusqu'à 20h, alors qu'on fout rien, hein, mais bon, c'est pas grave. Les loisirs qu'on nous impose quasiment, et qu'on s'impose à nous-mêmes, parce que des fois il faut compenser cette journée de merde qu'on a passée, qu'on va courir parce qu'on a que ça en tête, et que sinon je vais péter la tête de mon conjoint, de ma conjointe, ce qui est pas cool. C'est aussi du temps libre en moins. On voit les statistiques de temps vraiment libre, de temps de cerveau disponible, si on peut utiliser ce terme-là que j'aime bien, qui est vraiment bas. Des pertes de connaissances. Alors on multiplie certaines connaissances, on en diminue tellement de l'autre côté. Je sais pas vous, mais moi je savais pas planter des carottes alors que mon père a un jardin mais immense. Du coup je suis revenu. Bonjour papa, tu peux m'expliquer? Alors tu mets de l'engrais et tout. Oh non, je vais faire pas pareil. Donc voilà, il y a plein de connaissances qui ont disparu, des choses de base de la vie paysanne, du mode de vie paysan qu'on a étiré sur des centaines d'années, qu'on a vu disparaître en à peine 2 générations. Un truc que je trouve important, la liberté de choix de vie. Je sais pas vous, mais moi j'étais censé faire des études au maximum de mes capacités, avoir un CDI, acheter une maison, avoir des enfants, un chien ou un chat. Et puis voilà, 1, 2, 3 voitures en fonction, un Touran si j'avais plein de gosses. Et puis voilà, puis rouler. Puis après tu fais des enfants, tu leur transmets peut-être, s'il te reste des trucs, tu payes tes impôts, tu fermes ta gueule, tu votes. Ah voilà, il n'y a pas de choix de vie en fait, de base. Et je trouve ça horrible, je trouve que c'est un effondrement de potentialité. Et dans la logique, on est aussi en train de, on parlait de la mondialisation, on est en train aussi de diminuer les choix de vie potentiels de parties importantes de la population. Nous on se l'est imposé à nous-mêmes, on est suffisamment cons pour l'avoir fait, mais on l'impose à d'autres, c'est encore pire. La diversité, on parle beaucoup de biodiversité, moi je parle de biodiversité diversité au sens large, notamment des diversités humaines, des cultures qui disparaissent, des folklores, tout ce qu'on veut. On voit comment certaines logiques comme la langue bretonne ou les danses bretonnes, où ça a du mal à survivre à côté du rap, de la techno et tout ça. C'est dommage, quoi. Ce sont des effondrements aussi. L'artisanat, le petit jeu de mots de ouf. Pour parler très rapidement de moi, je suis dans une phase de transition personnelle. J'étais ingénieur de formation et là je me reforme à la plomberie chauffage. Voilà, ouais. Enfin si quand même, parce que j'étais dans l'énergie, donc là je fais de l'énergie mais moi-même. Du coup, l'artisanat, qu'on a perdu en partie, hein, quand je vois
on m'apprend actuellement à faire de la forge avec des gros marteaux, on met du fer à rouge et on tape pour pouvoir le déformer et tout. Et notre formateur il fait mais c'est fou ces trucs là, enfin, on va faire ça quand sur chantier? Ah non mais jamais. Non vous utilisez des tubes plastiques tout le temps, on s'en fout hein. Ah ok. Il me dit mais c'est chiant le tube plastique, c'est hyper simple, j'ai rien à vous apprendre dessus et puis en plus c'est chiant donc moi j'ai envie que vous sachiez faire plein de trucs comme ça vous pourrez vous adapter. Je fais mais en fait t'as pas conscience mais t'es hyper résilient, c'est génial. Et en fait ici il a un peu plus conscience que ce que je pensais. C'est vraiment un mec cool. Et puis l'art au sens large, hein, on a une destruction des logiques d'art qui est quand même assez importante. Et c'est même la base d'une partie de la logique artistique, c'était de détruire les codes. Donc détruire, on peut plus de code, pur. Ok, cool. Mais du coup, bah, c'est dur de trouver de l'art intéressant pour les gens. Bah. Le voyage, on fait beaucoup de vacances, plus beaucoup de voyages. C'est toujours un peu lié au temps de cerveau disponible. Rares sont les gens qui me disent « Waouh, j'ai rencontré des gens de fous dans ce pays !» Genre ils sont là « Waouh, regarde mes photos, j'étais là, c'était trop bien !» C'est là où il y a eu Games of Thrones et tout. Okay. Et en Croatie, c'était comment? En quoi? En Croatie, c'est en Croatie, hein. Ah si, oui, t'as raison. Pardon. Faut pas que je fasse un sketch non plus, on se calme. Désolé. La santé, on a déjà des problématiques importantes à ce niveau-là. Les envies de demain et le sens. On retombe un peu sur ma problématique habituelle de ok, qu'est-ce qu'on va foutre de nous. Une petite conclusion que j'aime bien. Alors, j'ai été formé en BTS pour faire de la régulation industrielle. Ceux qui connaissent, bah c'est bien, c'est cool. Donc ça, c'est une courbe de température, par exemple. Là, on va dire, tiens, petit radiateur, mets-nous 20 degrés, s'il te plaît. Ok, ça roule. On part à 0 degré, il chauffe. Là, il fait, oula, je dépasse les 20 degrés, j'arrête. Ouais, sauf que j'ai un peu d'inertie quand même. Je chauffe encore. Après, je baisse. Je fais, ah, faut que je rechauffe. Et du coup, ça stabilise petit à petit sur le long terme. Moi, j'adore cette courbe pour expliquer un peu notre mode de fonctionnement actuel et là où on en est. Clairement, c'est un peu de l'espoir. Ceux qui connaissent Arthur Keller, et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, lui, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Moi, je suis décroissant. C'est-à-dire que je dis que là, on est dans une consommation exponentielle, tac, tac, on arrive dans un état destructif actuel, donc que j'appelle système social capitaliste, et que je mets en deux mots, agir et vaincre. Agir, l'action permanente, quelqu'un qui n'agit pas n'existe pas. Quel que soit le type d'action, il faut agir et il faut vaincre, c'est-à-dire compétition permanente pour tout le monde tout le temps. J'appelle de mes voeux, mais on va sans doute se le taper quand même, un état transitoire, que moi j'aimerais voir décroissant, dans la transition, dans le changement plutôt que la réduction. Avec la théorie de l'escalier, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, c'est pas grave, on pourra en reparler. Et petit à petit, une stabilisation sur en gros les biocapacités de la planète, c'est-à-dire les capacités de la planète à nous accepter. Et puis là on parle, si possible, ce serait bien, de permaculture, de bois de l'huile si on parle d'Amérique du Sud, d'Ubuntu si on parle d'une logique africaine qui est hyper intéressante, de coopérative intégrale, là c'est un petit peu plus politique, moi je suis particulièrement à ce niveau-là, et de municipalisme, c'est pareil, c'est une logique anarchiste de fonctionnement collectif. Et dans une logique, si on regarde les deux mots de là-haut, moi je serais plutôt sur observer et aider. Observer, c'est un des principes de base de la permaculture. On regarde d'abord comment ça se passe, on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie d'étudier les conséquences de nos actes sur ce qui se passe. Et quand on va agir, on ne va jamais agir seul, on sort de l'individualisme, on va aider. Aider des humains, mais potentiellement aider des espaces naturels ou des trucs qui existent déjà. Arthur Keller va vous dire, ok, c'est cool, ça c'est ce qu'on pense comme limite potentielle, et lui il dit, vu qu'on va vivre un effondrement, et ben, cette courbe-là, elle va baisser hyper vite. Du coup, notre état transitoire, il va faire ça, après il va voir que les limites sont plus basses, plus basses, plus basses, plus basses, plus basses, plus basses. On va pas dire qu'il est pessimiste, parce que je pense qu'il dit des choses très intéressantes, mais c'est vrai que ça peut faire un peu flipper encore plus. Donc voilà un petit peu ma conclusion sur ce qui pourrait advenir, et ce que j'aimerais voir advenir personnellement, et pas que moi d'ailleurs. Et puis, merci.